Bonsoir à tous, bienvenue à Conversation, plateforme d'échange et de partage de savoir autour des sujets qui forgent la société dans laquelle nous vivons. Je suis Michel Ambouret et nous allons avoir une conversation particulière aujourd'hui avec mon invité qui est en mouvement, mais gloire à Dieu, nous sommes ensemble et elle m'a fait le privilège d'être des nôtres. Avant de la recevoir, j'aimerais vous parler un peu du thème que nous allons aborder. En tant que personnalité publique et homme d'église, je suis constamment en contact avec une grande majorité de la population dans laquelle je vis. Et comme pour l'Église, cette population se compose majoritairement de femmes. Ce que je crois, c'est que si l'Église et à plus large échelle la société veulent être efficaces, elles doivent apprendre à donner une place de choix à la femme. Avoir une société où la femme n'est pas active, c'est avoir une société amputée d'une grande partie de sa force. Donc la conversation de ce soir aura lieu autour du thème « La place de la femme dans la société africaine d'aujourd'hui ». Comme vous l'avez compris, à l'écoute de ce thème, aujourd'hui nous allons parler de la femme et qui mieux qu'une femme peut nous en parler. Donc aidez-moi s'il vous plaît à accueillir avec un tambour de like et de partage Nabou Fall. Bonsoir Nabou, est-ce que vous m'entendez? Oui, révérend. Bonsoir, révérend. Comment allez-vous? Désolé, hein, je suis en mouvement, mais je suis très content d'être là avec vous ce soir. Ça va très bien, merci. Très content de vous avoir aussi. Et encore une fois, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je considère que c'est un véritable honneur de vous recevoir sur la plateforme de conversation. Nous avons mis votre biographie sur nos différents réseaux, mais pour tous ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais que vous les éclairiez. Donc, qui est Nabou Fall? Comment vous définissez-vous vous-même? Voilà. Alors, je suis, comme vous m'avez demandé de me présenter, d'abord une femme africaine qui me présenter autrement dans le cadre et dans le contexte du sujet. Je suis femme de mère, j'ai de famille, je suis aussi écrivain et j'essaie un peu de contribuer à l'épanouissement et à l'empowerment de mes frères. Voilà, donc je pense que c'est plus la définition qui me convient. Je ne vais pas rentrer dans les choses académiques, on peut les trouver partout. Mais je suis d'abord une femme africaine, fière d'être, tradition de mes racines et de ce que j'ai pu apprendre, qui fait de moi la femme africaine hybride du présent et du futur. D'accord. Juste parce que je pense qu'on a quelques coupures, mais pour ceux qui nous suivent, donc femme africaine, fière de ses racines et qui travaille à l'empowerment, le fait de rendre puissants les femmes et les hommes qui sont connectés à vous. Non. D'accord. Tout à l'heure, bon, vous m'avez dit que j'aime utiliser, donc utilisons le mot. Ce soir, nous sommes là pour parler de la femme dans la société africaine d'aujourd'hui. Je considère qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé à l'échelle des nations et l'Afrique n'est pas en marge. La question que j'aimerais vous poser en introduction, c'est en quoi la société actuelle africaine est différente de celle de nos aïeux. Qu'est-ce qui a évolué au niveau de notre société africaine? Disons que notre société est une société hybride métissée. Voilà, notre société est une société hybride, je dirais, et métissée dans la mesure où nous avons connu des mutations liées à l'exposition avec d'autres cultures. Nous ne pouvons plus, nous sommes peut-être pas des métisses de sang, mais nous sommes des métisses culturelles et des métisses cultuelles en général. La preuve en est que nos ancêtres avaient le culte des ancêtres, nous avions des traditions qui étaient bien ancrées, mais le fait d'avoir eu cette colonisation qui nous a exposés à une autre culture, et récemment, plus récemment, ce partage interafricain qui fait qu'il y a des Africains qui habitent dans différents pays, notamment au Gabon, on a des Ouest-Africains, on a des gens d'autres pays de l'Afrique centrale. Tout à fait. En Afrique de l'Ouest, on a des gens de l'Afrique centrale. Donc, ça crée quand même une population beaucoup plus intégrée, plus métissée et plus ouverte aux traditions des autres, ce qui crée quand même un mélange et qui crée une culture enrichie, différente, enrichie, évolutive
et qui s'imbrique dans les besoins et dans la nouveauté, les besoins du 21e siècle dans lequel nous sommes. D'accord, d'accord. Dans tout ce que vous avez dit, et j'ai aimé le mot hybride, métissé, est-ce que la définition de la femme, ou moins, quelle serait selon vous la définition de l'identité de la femme africaine et de la femme leader? Est-ce qu'il y aurait une différence à faire entre les trois définitions? Est-ce que la femme serait en même temps, ou peut être en même temps une femme africaine, femme leader, ou il doit y avoir une démarcation, une séparation claire? Moi, pour moi, je pense que c'est une définition très occidentale. Pour moi, ma grand-mère était un leader, ma mère est un leader. Nos mamans, le leadership, ce n'est pas seulement quelque chose qui se voit, mais c'est aussi quelque chose qui se vit. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe qui dit « Ce que dit la barbe vient de la tresse ». Je ne sais pas si vous connaissez un proverbe malien. Et quand on dit « la nuit porte conseil », c'est parce que les papas attendaient d'aller consulter leurs épouses, les mamans, avant de venir donner des avis sur certaines choses. Donc ce leadership, c'est toujours exercé d'une façon. Maintenant, si on veut parler d'un leadership plus occidentalisé, visible, occuper des positions dans la société. Sinon, en réalité, la femme africaine a une place prépondérante. C'est la mère qui élève, c'est la mère qui inculque les valeurs, c'est la mère qui peut empoisonner. Donc, il n'en est pas moins un pouvoir de leadership. Pour moi, en tout cas, dans ma conception de la chose. D'accord. Bon, on a été coupé à un moment, mais ce que j'ai bien compris et ce que je veux que nous retenions, c'est que vous avez dit que, en fait, en réalité, quel que soit le rôle que la femme avait dans notre société avant, la femme était forcément, ou du moins était un leader. Vous avez dit c'est la femme qui élève, c'est la femme, et j'ai aimé la phrase « la nuit porte conseil ». Ça veut dire que lorsque on disait « la nuit porte conseil », c'est parce que la nuit, en fait, c'était la femme. Le mari allait voir sa femme pour avoir des conseils avant de revenir. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. L'une des choses que je veux vous poser comme question, parce que vous êtes une femme leader, est-ce que c'est possible, ou du moins comment faire pour être une femme leader dans quel que soit le domaine, et en gardant son identité de femme, en ne perdant pas sa féminité? Donc, je disais que être une femme leader, ce n'est pas copier un homme, c'est être soi-même avec ses émotions, sa sensibilité, exercer son leadership à sa façon, sans pour autant être quelqu'un d'autre, que ce soit un homme ou quelqu'un d'autre. Rester soi-même en exerçant son leadership, en s'affirmant avec ses moyens, avec son caractère, avec sa personnalité, ses émotions. D'accord. Donc, dans le contexte, être une femme leader, c'est possible, et c'est possible de rester une femme, d'être un leader, parce que être un leader ne veut pas dire être un homme. Donc, à ce moment, ce que vous expliquez clairement, c'est qu'en réalité, on peut être une femme et un leader sans pour autant devoir modifier sa personnalité ou sa féminité. Exactement. L'erreur... Allez-y. Excusez-moi. L'erreur, pour moi, des femmes on fait avec ce que nous avons comme valeur, comme passion, comme verse les choses avec cette sensibilité. Mais le monde est toujours en train de dire oui, c'est parce que c'est une femme, c'est pas grave. Même si c'est parce que c'est une femme, c'est sa façon à elle d'exercer son leadership. Donc il faut que le monde s'habitue à une autre façon de voir le leadership, à une autre façon d'exercer le leadership qui soit avec les attributs de la féminité. D'accord. Je comprends bien, je pense qu'il y a une différence qu'il faut néanmoins qu'on fasse entre le fait d'être féminine et le féminisme. Et très souvent, certaines personnes ont le sentiment que le féminisme, en fait, c'est revendiquer le fait qu'une femme soit femme. Mais on a vu différents extrêmes. Et donc, que pensez-vous du féminisme, et particulièrement en Afrique, ou du moins par la femme africaine? Moi, j'ai ma définition en moi du féminisme. Hein. Maintenant, pour moi, le féminisme, c'est laisser assumer ses choix et faire ses choix, quel que soit son choix. Et je ne pense pas qu'il y a une femme qui soit meilleure qu'une autre parce qu'elle a fait d'autres choix. Aujourd'hui, si je décide de devenir mère au foyer, c'est mon choix. Et personne, ni homme, ne doit venir me juger par rapport à mes choix. Le féminisme, ce n'est pas imposer aussi un mode de vie aux femmes, dire oui, je veux que toutes les femmes soient comme ci ou toutes les femmes soient comme ça, même si je suis une femme, parce qu'à ce moment-là, je crée
un pendant à la patriarchie, patriarcale, puisque je vais imposer quelque chose, mais c'est respecter les choix de toutes les femmes. Respecter les choix de toutes les femmes. Si une femme se sent beaucoup mieux parce qu'elle a envie de rester chez elle, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, je m'en occupe, je reste chez moi. Et c'est mon droit. Personne n'a à me juger. Personne ne doit juger, dire mais mieux comme ci ou comme ça. Non. Tant que ce sont ses choix, qu'on ne lui a pas imposé le mariage, qu'on ne lui a pas imposé ce qu'elle fait et qu'elle assume ses choix. Pour moi, le féminisme, c'est la force du féminisme, c'est la femme a le choix et elle assume ses choix. D'accord. La femme a le choix et elle assume ses choix. Ça veut dire qu'être une femme, comme être un homme, mais être une femme, parce qu'on parle des femmes ce soir, c'est avoir le choix d'être qui on veut être. Et pas être quelqu'un que la société nous impose. En ce qui concerne, et je veux rester sur... Vous êtes là, vous m'entendez? Super. En ce qui concerne en fait, le mouvement, l'égalité de la femme et de l'homme. L'Union africaine, en 2004, avait adopté une déclaration solennelle en faveur de l'égalité homme-femme dans les instances de décision. Est-ce que, selon vous, on a véritablement observé ces changements dans nos sociétés au niveau des prises de décision? Est-ce que les femmes sont réellement prises en compte dans le processus du développement de nos pays africains? Alors déjà, je vais commencer par l'Union africaine, puisque vous en parlez. L'Union africaine, elle, à son niveau, est de plus en plus équitable. Parce que je n'en peux pas dire équitable et juste. Parce que ce n'est même plus une question d'égalité, c'est une question d'équité et de justice. Pour ce qui est de nos pays, la réalité est qu'il y a des lois, comment on appelle ça, des dispositions légales qui imposent certains quotas. Mais le vrai problème ne se trouve pas au niveau des quotas, le problème se trouve au niveau de la mentalité, de la transformation de la mentalité. Il faut que les femmes n'osent pas se présenter, les femmes n'osent pas postuler, les femmes n'osent pas se mettre en avant. Donc le travail, il n'est plus tellement au niveau du législateur uniquement et au niveau des institutions, mais il est plus au niveau des femmes qui n'osent pas ou qui ne se sentent pas à leur place à certaines positions politiques ou de décision. Et voilà. D'accord. Bon, là, vous avez dit quelque chose de majeur et c'est effectivement ce que moi je constate très souvent, c'est que le problème, et je vais le dire comme je le pense, je crois que le problème majeur de la femme, je ne crois pas que ce soit seulement l'homme ou fondamentalement l'homme, je crois que le problème majeur de la femme, c'est la femme. Ça veut dire que ce que je pense, c'est que certaines femmes sont contre le fait que des femmes, justement, accèdent à des postes de pouvoir ou de prise de décision et qu'elles ont dans leur esprit le fait qu'une femme doit être obligatoirement comme elle. Une femme ne peut pas être une femme si elle n'est pas à la maison, si elle ne s'occupe pas seulement de ses enfants. Une femme doit pouvoir rester seulement à côté de son mari. Et donc la question que je me pose en ce qui concerne nos cultures, dans notre société africaine et nos différentes cultures, est-ce qu'il y a des similitudes selon vous quand vous regardez aux cultures, différentes cultures en Afrique, est-ce qu'il y a des similitudes en ce qui concerne le leadership des femmes? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des traits de caractère qu'exemplifient les femmes leaders, quel que soit le pays duquel elles émergent? Déjà, je ne suis pas d'accord. Au contraire, les femmes veulent que les femmes accèdent à des positions. Ça, je ne suis pas d'accord. Pour moi, quand je dis l'ennemi de la femme, c'est elle-même. Le manque de confiance en soi, ce sont des choses qui sont inhérentes à sa personnalité, à la vision que la société a, aux paradigmes qui lui ont été imposés, à l'éducation qu'on a pu recevoir, aux modèles qu'on n'a pas pu voir. Donc, c'est plus quelque chose de structurel dans la société. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qui s'impose. Mais de plus en plus, au contraire, quand une femme voit une femme à une position, ça lui donne de l'énergie. Aujourd'hui, vous avez une femme, il y a une femme Premier ministre au Gabon. Cette femme, c'est un exemple pour toutes les femmes. Et toutes les femmes d'Afrique se reconnaissent derrière cette dame. Toutes les femmes d'Afrique se reconnaissent. On ne s'occupe pas de savoir quel est son parti politique. On est juste contente parce qu'il y a une femme qui est Premier ministre au Gabon. Pour nous, c'est une fierté en tant que femme africaine. Donc, on peut y arriver. Cette dame aujourd'hui est au Gabon, Premier ministre. Ça veut dire que nous aussi, on peut y arriver dans d'autres pays. Il faut savoir une chose, c'est que la femme africaine, en général, même s'il y a des différences culturelles, on a plus ou moins les mêmes racines culturelles, on a les mêmes paradigmes qui nous ont été imposés. On a ce que j'appelle un peu la patriarchie qui nous a été
voir la vie sous le prisme de la patriarchie. Donc il y a tout ce travail qu'il y a à faire sur nous-mêmes. Et je ne suis pas d'accord, aucune femme n'a le droit de dire à une femme qu'elle n'a pas le droit de rester à la maison, de s'occuper de ses enfants si elle a envie, tout comme aucune femme ne peut imposer à une femme de le faire si elle n'a pas envie. Donc chacune doit être libre de ses choix et se dire, voilà, moi j'ai envie de prendre 3 ans, j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Moi j'ai des amis qui sont mariés, qui ont décidé de s'occuper de leurs enfants jusqu'à ce qu'elles aient 40 ans, les enfants sont grands, elles ont décidé de travailler. J'ai une amie, elle, jusqu'à 50 ans, elle est restée mariée. Elle est mariée toujours, elle s'est occupée de ses enfants et quand les enfants ont été grands, ils ont pu voler de leurs propres ailes, elle a décidé de travailler. Mais c'était son choix, c'est elle qui a décidé ça parce que c'était comme ça. C'est un choix qu'elle a fait, donc c'est son droit. Je veux revenir sur ce que vous avez dit, qui me paraît crucial, parce que quand moi je parle de la femme qui s'oppose à la liberté de l'autre femme, ce à quoi je fais référence justement, ce sont ces idées préconçues que certaines femmes ont et qu'elles essayent d'imposer à d'autres. Donc, c'est vrai qu'il y a des femmes, effectivement, qui sont motivées, qui se sentent boostées par le succès d'autres femmes, mais il y en a d'autres qui se sentent peut-être intimidées et qui ont du mal peut-être à accepter que ce que l'autre femme fait est en réalité une interpellation pour l'emmener, elle, à pouvoir sortir le potentiel qui est en elle. Donc, j'ai bien compris votre pensée par rapport à ça, et donc ça m'emmène à vous poser la question suivante. Comment réconcilier ce dont on parle, donc le leadership de la femme et la tradition dans nos sociétés, dans nos cultures, sachant que ces traditions sont la transmission d'une façon de penser et qui forgent une certaine mentalité. Donc, comment réconcilier ces deux notions? Alors c'est très simple, hein, c'est nous qui éduquons les enfants. Donc dans le travail d'éducation qu'on fait à la base, c'est nous qui inculquons, nous les mamans hein, en général, qui inculquons les valeurs à nos enfants. Donc dans le travail d'éducation qu'on fait, il nous revient de pouvoir montrer à nos enfants les possibilités qui s'offrent à eux. Moi j'ai un ami qui me disait l'autre jour, écoute, il faut me comprendre, je comprends parfaitement. En grandissant, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui ma femme travaille, mais je n'ai pas grandi avec un modèle de femme qui va au bureau, je ne connais pas ça. Tout à fait. Donc, c'est une question on ne peut pas juger un homme parce qu'il se comporte d'une certaine façon, mais ce sont des modèles qui n'existaient pas et ce sont des nouveaux modèles. Je ne suis pas pour la confrontation, le combat, on n'est pas en train de se battre contre les hommes, contre qui que ce soit. Mais c'est une discussion, c'est une conversation. Ta connexion est en train d'être réglée. Je veux revenir sur ce que nous avons dit tout à l'heure et encore une fois, je veux m'adresser aux femmes qui ont fait le choix de se connecter ou à vous qui êtes connectés et qui connaissez des femmes autour de vous. L'une des choses dont nous sommes en train de parler et sur lesquelles nous insistons, c'est le problème de la mentalité. Ce que vous devez savoir, c'est que ce qui forge la mentalité d'une personne, c'est l'éducation qu'elle reçoit. D'abord dans la cellule familiale. Ça veut dire qu'en réalité, les limitations qui sont posées aux femmes, les limitations qu'une femme peut avoir elle-même à l'intérieur d'elle, lui ont été transmises par l'éducation qu'elle a reçue. Ça veut dire que si nous voulons libérer les femmes, si nous voulons que les femmes véritablement aient la place qu'elles doivent avoir dans la société qu'elles composent, ou du moins que nous composons ensemble, nous devons veiller à ce qu'il y ait une éducation autre que celle qui leur a été transmise. Il faut qu'il y ait une autre information, il faut qu'il y ait un autre type de savoir qui leur soit communiqué. Et je crois donc que la responsabilité ou la notion d'éducation doit être au cœur de ce dont nous parlons lorsque nous parlons du leadership de la femme et particulièrement de la femme africaine ou de la femme africaine dans la diaspora. Donc, mon équipe va me faire signe dès que mon invité sera de retour, mais je suis d'accord en attendant d'avoir déjà quelques questions avant que je ne reprenne mon invité qui est déjà de retour. D'accord. Donc, j'attends vos questions. Pour ceux qui sont déjà connectés, est-ce que vous avez quelques questions au sujet de ce dont nous avons déjà parlé? D'accord. Je vois une question. Mais je crois que cette question, parce qu'en tant que femme noire, comment avez-vous vécu le fait que la société veuille nous rendre invisibles? Donc, cette question, je la poserai directement à mon invité.
tout à l'heure. Je crois qu'elle est de retour. Non, c'est vous, je vous ai perdu en fait. Alors que j'avais le réseau, c'est ça? D'accord. Non, c'est pas grave. Bon, la vérité, c'est que comme on parle d'un sujet qui est très important, je crois qu'il y a quelques interférences au niveau des ondes, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on veut transmettre sera transmis. Donc, tout à l'heure, parce que je veux insister un peu sur, et c'est ce que je disais lorsqu'on s'était perdu à ceux qui sont connectés, on a touché le fait qu'il y ait un lien majeur entre la mentalité et l'éducation. Et vous avez dit que c'était plus ou moins facile de régler ce problème de mentalité en transmettant dans notre éducation de nouvelles valeurs ou de nouveaux prismes en termes de pensée. Là, parce que ma question va beaucoup plus loin, si vous voulez, que juste nous, donc vous et moi, et peut-être ceux qui sont connectés. Comment, selon vous, on peut veiller à ce qu'il y ait un autre type de pensée qui soit transmise aux femmes en ce qui concerne leur identité, leur rôle, leur leadership et leurs valeurs, pour les femmes, par exemple, qui ne sont pas connectées, ou pour les gens qui sont toujours sous une... Ok, bonsoir. À nouveau avec vous, désolé, quelques soucis de connexion, quelques soucis techniques, mais quoi qu'il en soit, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout et de donner le meilleur parce que le sujet est crucial. Donc, Nabou est de retour aussi avec nous. Bon, c'est nous qui l'avions perdu, donc on l'a retrouvée, j'ai envie de dire. Elle nous attendait. Donc, on était en train de parler de la mentalité et de l'impact de l'éducation sur la mentalité. Ma question, c'était comment faire pour rendre cette éducation ou cette pensée de la femme leader beaucoup plus populaire, ou du moins comment faire pour que cette pensée prenne le dessus sur les pensées anciennes qui font que souvent les femmes soient retenues entre griffes en esclavage. Alors, vous m'entendez là? On vous entend très bien. Vous m'entendez? Voilà, donc je voulais dire, donc je parlais de l'éducation, mais comme on vient de le dire en off, il y a aussi toutes les communautés religieuses au niveau des églises, des mosquées, mais aussi de tout ce qui est traditionnel, les chefs traditionnels, il y a des conversations à avoir. D'accord. Ce qui est difficile, ce qui rend difficile la confrontation, l'agression, ce n'est pas l'agressivité, c'est pas ça qui va changer les mentalités, mais juste avoir des conversations. Parce qu'aujourd'hui, s'il arrive quelque chose dans un couple, que le mari part ou que le mari est malade, si la femme n'est pas habituée à travailler, ça fragilise la famille en général. Donc il y a des conversations à avoir, faire comprendre les choses, sans pour autant qu'une femme ne sera jamais un homme ne sera... On doit rester dans la réalité, mais ça n'empêche pas que la femme doit pouvoir être un vrai soutien. Et quand on fait comprendre ça aux gens, et je pense que de plus en plus d'hommes le comprennent parce qu'ils ont des filles, et les hommes veulent que leurs filles aussi soient indépendantes parce qu'ils ne veulent pas qu'elles soient dans des situations de dépendance, des situations où elles peuvent subir certaines choses. Donc je pense qu'il y a des conversations à avoir, il y a des choses qui se comprennent. C'est un travail qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est un travail de longue haleine et c'est un travail progressif où tout le monde doit être invité à la table de discussion. Ce n'est pas en s'asseyant seulement entre femmes qu'on va avoir la solution. Que les hommes s'assoient ou qu'il y ait seulement une certaine couche de la population qui s'assoit pour qu'il y ait une solution. C'est un travail inclusif qui doit inviter tout le monde dans des conversations de façon à trouver un équilibre et à faire comprendre le bien fondé de certaines choses et de cette situation. Est-ce que, bon, avant que je pose ma prochaine question, vous avez parlé du fait que en fait, il doit y avoir un effort commun aux différents niveaux aux différentes couches sociales, différents niveaux de responsabilité. Et j'ai aimé ce que vous avez dit. Il faut qu'il y ait des conversations. Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, qui a dit ceci: plus on s'élève dans l'échelle sociale, moins il y a de femmes. Moi, ma question par rapport à ça, c'est que peut-on proposer à nos dirigeants justement pour qu'il y ait une évolution à ce niveau? Est-ce qu'on peut parler d'un manque de confiance d'une part et d'autre? Non, ce n'est pas un manque de confiance, il y a un manque de confiance en soi. D'accord.
assumer certaines responsabilités. Aujourd'hui, il y a de plus en plus, comme je le dis, de législation qui ouvre la porte. Il y a des quotas, mais les femmes ne se postulent pas de formation, de prise de conscience et de prise de confiance en soi qu'on doit faire sur les femmes afin qu'elles puissent comprendre qu'elles peuvent accéder à certaines fonctions, qu'elles peuvent être ce qu'elles veulent être, qu'elles peuvent participer activement au développement, entre guillemets, de la cité, comme on le dit dans la grecque antique, de la cité au sens large. Donc, il y a une prise de conscience. Il faut que les femmes osent. Ce n'est pas l'État qui refuse, ce sont les femmes qui n'osent pas. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à remplir ces quotas parce qu'on n'est pas prête. On n'est pas toujours prête pour occuper certaines fonctions où on pense qu'on ne l'est pas. Alors que les femmes à compétences égales, elles osent moins se présenter même postuler à des postes, ne serait-ce que envoyer des CV. On est trop perfectionniste. Ok. Trop perfectionniste. Là, vous parlez des femmes seulement ou de manière générale? Non, les femmes sont plus perfectionnistes. Une femme qui a 100% des compétences va penser qu'elle a 20% des compétences. Un homme qui a 20% des compétences va y aller en pensant qu'il a 100% des compétences. On n'a pas le même mindset. D'accord. Non, bien compris. En parlant des femmes qui osent, que pensez-vous de l'entrepreneuriat féminin ou au féminin en Afrique? Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes qui osent dans l'entrepreneuriat. J'ai envie de dire, quel est votre regard sur l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique? Moi, ça me fatigue qu'on dise que l'entrepreneuriat féminin en Afrique, ça me fatigue. Ça a toujours existé. D'accord. Moi, ma grand-mère vendait du lait caillé, donc elle était entrepreneur. Elle faisait elle vendait le lait caillé. Mes grandes-tantes étaient au marché. Dans ma famille, les femmes vendaient au marché. C'était des entrepreneurs. Je ne sais pas d'où ça vient qu'on parle de les femmes africaines, entrepreneuriat. Qu'on parle de formalisation d'entrepreneuriat, je veux bien, mais qu'on ne dise pas. On a toujours été plus entrepreneurs que toutes les autres femmes dans le monde. Aujourd'hui, on a des chiffres qui le montrent. Les femmes africaines ont toujours vendu devant la maison. Quand les grands-mères ont eu des congélateurs, elles ont vendu de la glace. C'est devenu comme un phénomène à la mode, l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Quand on va dans un marché, depuis tout le temps, c'est les femmes qui ont été là. C'est elles qui vendaient, c'est elles qui achetaient. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est comment on accompagne nos mamans, nos sœurs à structurer cet entrepreneuriat de façon à ce qu'il soit plus rentable et plus intéressant pour elles et qu'il soit plus créateur de richesse. C'est ça la vraie discussion. D'accord. Autant qu'on ait cette discussion, je profite qu'on aille dans ce sens, parce que quand vous parlez justement d'entrepreneuriat, et j'ai aimé comment vous l'avez abordé, vous expliquez que les femmes en réalité, depuis toujours, en tout cas alors qu'on parle de l'Afrique, ont toujours été dans l'entrepreneuriat, même s'ils n'étaient pas formalisés. Et donc, j'ai aimé comment vous l'avez dit, vous avez dit nos mamans, nos grands-mères, etc., faisaient déjà de l'entrepreneuriat, que ce soit au marché ou dans les champs ou autres. Donc, comment on accompagne justement nos mamans, nos femmes, nos jeunes sœurs, nos filles, sachant que très souvent, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, la pensée des gens entrepreneuriat, c'est avoir une structure, c'est avoir, je ne sais pas, vendre par exemple tout ce qui est mèche ou salon de beauté. Donc comment on accompagne les mamans qui justement sont au marché et qui ont besoin de formaliser, les jeunes sœurs, les filles? Mais pour les accompagner, déjà, on doit leur donner les outils. Il faut déjà qu'elles sachent comment qu'on démystifie tout ce qui est formalisation. Le problème, c'est que la façon dont la formalisation est organisée dans notre pays, la fiscalité autour de ça, il faut le démystifier. Les gens se disent, bon, je vais me formaliser, après les impôts vont venir me fatiguer. Donc, comment est-ce qu'on les conscientise? Comment est-ce qu'on crée des produits financiers qui leur ressemblent? Comment est-ce qu'on crée dans la législation une niche, quelque chose qui va pouvoir encadrer ce secteur informel qui représente quand même 80% de l'activité en Afrique, et dans ces 80%, il y a à peu près 70 à 80% de femmes. Donc, comment est-ce qu'on met en place des choses qui nous ressemblent? Parce que le problème, c'est qu'on a copié tout ce qui venait de l'Occident, et ça, c'était pas prêt pour nous. Il n'y avait rien pour nous qui ressemblait à nos réalités dans ces textes-là. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on pousse des agendas qui nous ressemblent auprès des législateurs afin qu'on puisse donner sa place à ce secteur informel qui soit aussi créateur de richesse et que quelque chose revienne aussi dans l'escarcelle de l'État de façon à ce qu'on puisse contribuer au développement aussi de nos nations
enfin que ces personnes dans l'informel puissent contribuer aussi. Parce qu'on ne peut pas transformer une économie de l'informel au formel du jour au lendemain. C'est ancré dans notre culture. Le conseil, c'est pas à moi de leur conseiller, c'est à moi d'aller vers elles d'abord et de leur, moi et d'autres personnes. Et c'est aussi, il y a énormément de structures aujourd'hui d'accompagnement qui existent, des incubateurs, etc., qui sont là pour essayer de donner des outils aux jeunes, pas seulement aux femmes, hein, aux jeunes en général, afin de les aider à passer le cap, à leur montrer comment développer leur business, comment il y a un besoin de formation. Cet accompagnement ne peut pas se faire sans formation. On doit faire de la formation. Vous l'avez compris, la conversation de ce soir est particulièrement difficile. Le sujet est très important, mais on a beaucoup de problèmes de connexion. Et donc, on part et on vient. Je crois qu'elle va revenir sous peu. Entre-temps, quand on s'est perdu, du moins quand on s'est coupé, on a perdu vos questions. Donc, si vous pouvez les renvoyer, s'il vous plaît, pour que nous puissions, que je puisse les lui poser. Le temps qu'elle revienne. Ce soir. Est-ce que vous êtes encouragé par ce qui est dit? Est-ce que vous êtes challengé par ce qui est dit malgré les coupures? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous remet en cause? Donc, donnez-moi votre feedback et posez-moi vos questions. J'ai encore quelques questions à lui poser, en fait quelques-unes, peut-être 2 questions. Ensuite, je vous donnerai la parole. Donc... D'accord, oui, c'est bon. Bien sûr, mais on va aller au bout, malgré les attaques en direct. Et en tout cas, j'ai le retour de ceux qui sont connectés et qui nous disent qu'elles sont encouragées, qu'elles sont boostées par la conversation et que vous parlez bien. Donc, ce que je veux savoir, c'est dans le contexte de bon, moi je suis homme d'église, donc l'une de mes responsabilités, c'est aussi en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'homme d'église, de montrer la direction, du moins de donner la direction, d'indiquer où est-ce qu'on va. On sait où on est et tout le monde fait des constats, mais dans quelle direction est-ce qu'on doit aller? Et je crois que l'un des objectifs de cette conversation, c'est aussi de permettre aux personnes qui nous suivent maintenant et qui vont nous suivre plus tard, de savoir dans quelle direction elles doivent aller. Elles savent où elles se trouvent maintenant, mais on essaye de leur dire, voici la direction que vous devez prendre. Le but de notre conversation aussi, c'est de pouvoir leur indiquer le chemin. Donc, par rapport à ça, la question que je veux, ou du moins, oui, la question, l'apport que j'aimerais que vous ayez par rapport à la question qui suit est le suivant. Où est-ce que vous voyez la femme africaine dans les 10 prochaines années? Quelle est la vision que vous avez de la femme africaine dans les 10 prochaines années? Et quelles seraient les principales voies d'amélioration à implémenter? Alors, moi, je vois la femme africaine, je vois une situation plus équilibrée déjà, un équilibre en termes de fonction, en termes d'occupation, une meilleure organisation et une meilleure organisation de tout ce qu'on appelle entrepreneuriat féminin aujourd'hui, avec plus de formalisation, plus d'accès au marché, plus de création de richesses, des sociétés beaucoup plus équilibrées, notamment en termes d'occupation de postes à l'Assemblée nationale. Donc au niveau de la législation, si on a autant de femmes que d'hommes chez les législateurs, on aura des lois qui seront plus adaptées. Si on a donc, je me dis, dans 10 ans, on sera dans une situation d'équilibre. On ne veut pas être dans un déséquilibre ni d'un côté ni de l'autre, mais il y aura plus d'équilibre. Il y aura une évolution des mentalités, il y aura un renforcement des capacités des femmes sur le terrain. On espère que la génération actuelle va être la génération transformationnelle qui va permettre d'atteindre cet équilibre au niveau de la législature, au niveau des postes politiques, au niveau des postes en entreprise. Mais bien sûr, tout cela est soumis à la formation. Si on ne forme pas seulement les compétences, connaissances, mais aussi tout ce qui est développement personnel, développement spirituel aussi. Parce que c'est important, tout ce qui est développement spirituel, le spirituel a sa place. Une certaine conscience spirituelle qui est importante parce que la conscience spirituelle permet d'éviter certains écueils, permet de garantir une certaine morale au sein de la société et de freiner certains comportements. Parce que c'est vrai qu'on est dans des sociétés où ça va, il y a des dérives dans tous les sens, sans apporter de jugement. Et on a besoin d'avoir tous ces garants-là qui soient vraiment forts.
D'accord. Euh, j'ai une question parce que j'ai dit à ceux qui nous suivent que j'allais prendre leurs questions pour notre conversation. Donc, il y a une question que j'ai devant les yeux et c'est une femme. Elle pose la question suivante. Elle dit: quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut être plus qu'une statistique, plus que la femme qui a été première du lycée à l'université, plus que la femme qui a été la première femme à la NASA, la première femme pilote? Donc, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un comme ça? Alors, le conseil que j'ai à lui donner, c'est à elle de tendre la main aux autres pour qu'il y ait une masse critique. Il ne faut plus vouloir être la première, il faut vouloir être la première, mais celle qui monte le chemin et celle qui tire les autres. On est une statistique quand on n'ouvre pas la porte aux autres. On reste une statistique. Pour ne pas rester une statistique, il faut être généreux, il faut ouvrir la porte, il faut tirer les autres vers le haut, il faut apporter, partager sa connaissance, partager son savoir, partager son réseau et partager les conseils. D'accord, très 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 fort. Très 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 fort. Pour être plus qu'une statistique, il faut ouvrir la porte aux autres, il faut être généreuse. Je crois que ça mérite quand même un maximum de likes, de partage et d'acclamations. Non, très fort, très 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 fort. Très 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 fort. J'aimerais, avant de prendre les autres questions, puisque j'attends que finalement les autres se décident à poser leurs questions, mais j'aimerais vous... est-ce que ça vous est arrivé, ou du moins, comme je suppose que vous l'avez vécu, mais je veux quand même vous poser la question, est-ce que ça vous est arrivé d'avoir le sentiment que la société travaillait à vous rendre invisible en tant que femme africaine? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que ça vous est arrivé le long de votre parcours, avant que vous n'arriviez là où vous êtes arrivé, d'avoir le sentiment qu'il y avait une volonté à vous rendre invisible dans la société? Sincèrement, il n'y a pas eu la volonté de quelqu'un de me rendre invisible, il y a eu ma volonté à moi d'être invisible. Et ça, c'est ancré. C'est pas seulement la femme, mais ça, c'est notre culture, notre tradition. On nous dit, il ne faut pas être visible, surtout nous qui avons cette culture francophone par rapport aux anglophones qui assument ce qu'ils sont. C'est-à-dire que chez nous, tu peux réussir, mais tu as peur de dire que tu as réussi. Tu peux faire quelque chose, mais tu as peur de dire que tu as accompli quelque chose. Tu te caches toujours, et puis un jour, tu te rends compte que finalement, les sorciers du village, là, ils n'existent pas. Hein. Donc, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui peut m'enlever ça. Non, il faut qu'on se dise ça. Parce que souvent, on te dit non, il ne faut pas que le voisin sache que tu as eu ça, il ne faut pas que l'autre sache. Mais si tu as quoi, assume et puis vis. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment la société qui nous a rendus invisibles. C'est la culture, c'est la tradition, c'est l'éducation. Et c'est tellement ingrained, c'est tellement ancré dans nous qu'on fait comme ça. C'est pour ça que, personnellement, je travaille beaucoup avec beaucoup de monde sur développer leur personal branding, que ce soit homme comme femme. Et pour les femmes, c'est plus de travail, développer sa marque. Ça ne veut pas dire être célèbre pour être célèbre, mais accepter de faire briller ses compétences, accepter d'assumer ce que je sais, accepter d'être réellement... Aujourd'hui, révérend, vous êtes révérend, vous avez une parole qui porte, vous êtes un homme de Dieu. Il faut l'assumer, c'est ça. Si vous ne parlez pas, comment est-ce que vous allez transmettre le message ou les enseignements ou les messages que Dieu vous envoie pour partager avec les gens? Donc c'est ça. Tout à fait. Non, c'est clair. Bon, la preuve que j'assume, je suis en conversation avec vous, donc j'assume vraiment. Mais c'est important. On a besoin de ça. Avant, on n'avait que des anglo-saxons qui étaient les pasteurs, les prêtres, qui se montraient, qui prêchaient. Bon, c'était pas dans notre culture propre, nos propres hommes d'église qui osent sortir de l'ombre. Tout à fait. Non, tout à fait. Là, vous avez parlé de personal branding, en parlant justement au-delà de la femme, de l'être humain, des personnes que vous coachez. Il y a une question qui a été posée et qui faisait justement le lien entre le vestimentaire et comment ça s'appelle, le vestimentaire et justement la mentalité. Parce que très souvent, le vestimentaire conditionne encore comment est perçue la femme, sans aller dans les extrêmes d'exposition de corps, mais comment gérez-vous justement dans le contexte du personal branding avec les personnes avec lesquelles vous parlez, l'aspect vestimentaire d'une femme, lorsqu'il s'agit des femmes? Moi, je pense que chacun doit trouver son style, ce qu'il fait son identité,
et ce qui fait ce que la personne considère comme sa respectabilité personnelle. Voilà, je veux dire, chacun sait à un moment dans la vie, il y a des façons dont on peut se vêtir. Chacun doit connaître dans son chemin de vie ce qui lui convient à un certain moment. Voilà. C'est ça que je veux dire. Et je dis, tu peux trouver, vouloir un style plus africain, un style plus occidental, un style plus, je prends toujours l'exemple des présidents du Nigeria ou du Ghana ou du Burkina qui vont mettre des trucs traditionnels, d'autres présidents qui vont mettre des trucs plus occidentaux. Donc, c'est une question de comment chacun trouve sa marque et son style et se brande par rapport à ce style et cette marque. Non, vraiment très content de la conversation avec vous. Je veux m'assurer avant parce que je sais que nous allons devoir nous arrêter sous peu, malgré les coupures, malgré les différentes difficultés de connexion que nous avons eues. Est-ce que, pour vous qui êtes connectés, est-ce que vous avez encore quelques questions, une ou deux questions que je suis d'accord de poser à notre invité avant que nous ne nous séparions? Je prends la dernière question et nous allons nous séparer. OK. Certaines coutumes qui permettent à l'homme de décider de ce que la femme doit être dans la cité. En fait, il y a certaines coutumes qui permettent à l'homme de décider de ce que la femme doit être dans la cité. Comment les femmes dans cette situation qui ont des projets plein la tête doivent se comporter? Quels choix doivent-elles faire? Alors moi, je dis, on est quand même dans des cultures où je pense que c'est comme ça, mais on a eu quand même, je ne sais pas, au Gabon, il y a eu la reine Galifuru, la reine des Batéké. Donc il faut arrêter de dire ça, il faut repartir dans notre passé, connaître notre histoire et savoir quelles sont ces femmes qui ont mené. On a eu les Amazones du Bénin, les Minos du Bénin. Donc il faut savoir qu'il y a eu quand même des femmes qui ont occupé des grandes... La question, ou du moins la question qui a été posée, et je pense que l'invité va revenir pour y répondre, ce que je veux que vous sachiez, c'est que c'est important dans le contexte de ce que nous vivons, que nous prenions nos responsabilités. Il n'y a pas de fatalité et nous avons toujours le choix. Quel que soit ce à quoi nous sommes confrontés, et là je m'adresse aux femmes qui sont encore connectées, c'est important que vous sachiez qu'être une femme, c'est avoir le choix. Notre invité est de retour. Oui, donc je disais qu'il y a des femmes dans l'histoire qui ont, dans nos histoires africaines, qui ont occupé de grandes positions et qui continuent à en occuper, surtout historiquement et coutumièrement. Et ce que je veux dire, quand une femme a des idées, elle doit privilégier la conversation. Ce n'est pas l'affront, ce n'est pas le combat, ce n'est pas la défiance qui apporte la solution, mais toujours le consensus et la discussion. Ce qui fait que dans certaines sociétés, il y a des blocages, c'est parce que les hommes ne connaissent pas d'autres modèles aussi. Ils n'ont pas été confrontés à d'autres modèles. Donc, il y a une discussion à avoir, conversation, expliquer, argumenter, donner, mais ne pas aller en confrontation, en combat. L'agressivité, l'agression n'apporte jamais de solution, dans rien. C'est toujours la discussion qui apporte des solutions. Vraiment très content. Encore une fois, à tous ceux qui sont connectés, toutes nos excuses pour les différentes coupures de part et d'autre. Mais je crois que nous avons été richement édifiés, profondément encouragés. Nabou, je vais vous donner la parole pour le mot de fin avant qu'on ne se retrouve en off, mais on va devoir remettre ça. On va devoir trouver le moyen d'avoir une conversation sans tous les soucis de connexion qu'on a eus, parce que je crois qu'il y a des sujets qu'on doit aborder en profondeur et vous êtes la personne adéquate. Donc je vous donne qu'est-ce que vous voudriez dire comme mot de fin à toutes les femmes? Alors, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et de m'avoir sur la plateforme. C'est un honneur. Vraiment, merci beaucoup, révérend, pour cet honneur, même si on a un lien de famille quelque part, que je connais la famille, mais c'est vraiment merci d'abord et merci pour cette belle initiative.
Je pense que c'est le rôle de tout le monde au niveau de la ville, que ce soit les hommes de prière, les hommes politiques, tous, chacun a quelque chose à apporter. Et c'est assez rare qu'on trouve des hommes d'église qui ouvrent certains débats. Donc déjà, félicitations pour cette belle plateforme, conversation. Je trouve que c'est vraiment des bonnes continuations pour ça. Et surtout, ce que je voudrais dire à mes frères et à mes sœurs, parce que je ne peux pas m'adresser qu'à mes sœurs, c'est que c'est à elles de co-construire ce qu'elles veulent. Elles doivent se donner les moyens, mais ce n'est pas soyons constructives aussi. En tant que femmes, sortons, on a le droit d'être futile. Si on ne peut pas accomplir des choses sérieuses, si on reste toujours dans la futilité, dans le détail, dans le débat stérile, voilà, je voulais dire le débat stérile. Concentrons-nous sur ce qui est important. Allons au dialogue. N'écoutons pas les gens qui nous poussent à la confrontation. Je ne pense pas qu'une femme puisse acquérir quelque chose de son mari en allant à la confrontation, à l'agression. Ça, ce n'est pas quelque chose de positif. Les amis qui vont vous dire non, il faut faire quand même. Non, ce n'est pas comme ça. La discussion, la conversation, le dialogue permettent d'avoir des solutions constructives. Et je pense que ce n'est qu'en co-construction qu'on va arriver à transformer la société, en inculquant aussi à nos frères, à nos fils, à nos maris, des points de vue différents, divergents de ce que nous avons connu et de ce qu'ils ont connu. Donc il faut comprendre d'où les gens viennent avant de juger leur façon de réagir ou leur façon de penser. Et surtout, permettons à chacune de nos sœurs et chacun de nous d'avoir les choix et respectons les choix des unes et des autres. Voilà. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup à vous. Vraiment, merci énormément. Comme je l'ai dit, privilège de vous avoir et on va trouver le moyen, selon votre calendrier et le nôtre, de se retrouver à nouveau pour une conversation. Avec plaisir. Super. Merci, Révérend. Non, je vous en prie. Merci à vous. Merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Je sais que c'était une conversation qui n'était pas trop simple à cause des différents soucis de connexion, mais qu'à cela ne tienne, nous aurons d'autres conversations. Et je vous rappelle que samedi prochain, à 18 h, nous sommes ensemble pour une autre conversation de taille. Très bonne soirée et partagez au maximum cet échange pour ceux qui n'étaient pas connectés et qui ont besoin de le suivre. Bye bye.